l'anatomie, donc, est une science morphologique. La vraie anatomie, c'est l'anatomie descriptive, c'est-à-dire là où on va vraiment décrire chaque élément du corps humain, et l'anatomie topographique, où l'on étudie les régions, région du coude, région fémorale ou région de la plante du pied. Ici, donc, ce seront des lois qui vont être transversales pour l'ensemble des êtres vivants, et c'est ce qui est important, et de replacer finalement les structures du corps humain, en particulier les os, dans le contexte de la morphologie évolutive et comparée. En effet, ceci est connu bien sûr depuis très longtemps, puisque déjà dans les textes de l'Antiquité, vous avez Galien qui décrit très bien les comparaisons entre les quadrupèdes, par exemple, des animaux sauteurs ou l'espèce humaine. Et on avait dès l'Antiquité compris qu'il y avait une homologie entre le squelette humain et le squelette des autres animaux, du moins pour les mammifères. Même les oiseaux. Il y a 3 approches complémentaires dans cette anatomie générale. C'est d'étudier comment une structure se met en place. Je vous rappelle, on a au départ une seule cellule, puis 2, puis 4, puis 8, puis 16, puis 32, etc. Et à partir de là, on va avoir des différenciations, des replis, des feuillets, et ceci va mener à un être adulte. Il est évident que pour bien comprendre une structure, il faut partir de la cellule et puis de voir comment l'ensemble des feuillets se met en place. L'autre aspect pour comprendre les structures, c'est la phylogénèse. La phylogénèse, c'est l'étude de l'évolution des espèces. Là aussi, au départ, on a des espèces qui sont uniquement unicellulaires, puis multicellulaires, puis des corps de plus en plus organisés pour arriver à des mammifères, des primates et l'espèce humaine. Il y a une loi qui est celle de Haeckel. C'est le 19e siècle, c'est cette grande période aussi des découvertes de Darwin, c'est tout à fait contemporain, de toute façon c'était un courant de pensée, Darwin n'est pas arrivé comme un martien, c'était quelque chose de très préparé depuis la fin du 18e, et donc Haeckel a écrit l'ontogénèse récapitule la phylogénèse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on regarde le développement d'un embryon, dans n'importe quelle espèce qu'il soit, on va retrouver les différents stades de l'évolution des espèces. Par exemple, au départ, vous avez des êtres uniquement unicellulaires et vous commencez bien à une cellule. Puis vous avez une masse de cellules, c'est comme une éponge. Et puis, ça va s'organiser, ça va être une sorte de ver de terre, puis il y aura des pattes qui vont pousser, etc. Et donc, quand on regarde un embryon humain, par exemple, eh bien, on va retrouver les différentes phases, notamment un stade où on a, vous le savez, un stade branchial, donc où on a des branchies comme les poissons. Pour ce qui est de l'anatomie générale du système locomoteur, nous verrons 3 points. Les os aujourd'hui, nous commencerons les articulations, et nous les finirons la prochaine fois, puis avec les muscles. Ce sont des sciences à chaque fois. Ostéologie pour les os, arthrologie pour les articulations, la myologie pour les muscles. Sciences, encore une fois, qui, lorsqu'on en connaît les éléments, qui sont très simples, sont valables pour l'ensemble des vertébrés. Donc, c'est-à-dire que quand on connaît ça, en biologie, on a bien sûr des éléments extrêmement importants. Les ouvrages de référence, là aussi, les habitudes ont changé, mais une discipline s'apprend par un travail personnel, je vous le dis par des schémas, mais aussi par des livres de référence. Il y en a énormément. On trouve beaucoup de choses sur Internet aussi. On trouve un peu tout et n'importe quoi. Si on trouve des bons documents, on a bien sûr des bonnes sources. Wikipédia est en général assez bien fait d'ailleurs pour beaucoup de points, un petit peu moins parfois pour l'anatomie, mais quand même reste une référence très valable. Donc il y a un ouvrage classique qu'on recommande pour l'UE5, qui est celui de Masson, Organisation des appareils et des systèmes. Pour l'appareil locomoteur spécifiquement, un peu technique, c'est peut-être plus pour des gens qui sont déjà en 2e année, mais il y a une grosse partie d'anatomie générale qui est celle qu'on fait là, donc paru chez Ellipse. Très bon ouvrage qui peut accompagner toute une vie, c'est Les Cordées, Anatomie comparée des vertébrés de Beaumont et Cassier. Ça, c'est quelque chose qui sert énormément en biologie. Et puis, un excellent ouvrage également, dont nous reparlerons par ailleurs, La classification phylogénétique du vivant. Ce sont des grands classiques dans une bibliothèque. L'ostéologie, donc, c'est l'étude du squelette. Les os composent le squelette, qui vient du grec, et en grec, le terme squelettos veut dire desséché. Donc c'est quelque chose qui est sec, c'est ce qui reste de sec d'un corps.
Pour le squelette humain, on considère qu'il y a environ 210 os. Je dis environ parce qu'il y a des petits os accessoires. Donc, suivant la façon de compter ces petits os accessoires, ou au niveau du coccyx, par exemple, on peut arriver entre 208 et 212. On va dire une moyenne de 210. Et pour l'appareil locomoteur, c'est-à-dire tout sauf le crâne, on est à 185. Sachant qu'un certain nombre d'os sont symétriques, notamment pour les membres. C'est-à-dire qu'il n'y a pas 185 os totalement différents, il y a 185 pièces osseuses, sachant que par exemple on a un humérus droit et un humérus gauche. Ce squelette est connu depuis très longtemps. Là aussi, ce sont des notions extrêmement anciennes, dès l'Antiquité. Donc si vous prenez Galien, même avant, si vous prenez Hippocrate, vous avez la description de tous les os du squelette humain, pas obligatoirement très précise. Ici, pour montrer que c'est ancien, c'est la première gravure, la première illustration d'un squelette qui a apparu à Nuremberg et à Strasbourg. Strasbourg a été très pionnier dans la diffusion des connaissances. Donc squelette de 1493, alors vous voyez que c'est assez rudimentaire. Malgré tout, tout y est. Et puis, quand vous regardez les os le nom des os, qui est en mélange de latin ou d'allemand latinisé, on a à peu près, on sait retrouver finalement la nomenclature actuelle. Les os, les gens les connaissaient bien depuis toujours, puisqu'effectivement, c'est ce qui reste. Vous êtes dans le désert, vous retrouvez le squelette de quelqu'un qui s'y est perdu, ou d'un dromadaire. Et puis, surtout, il y avait tous les cimetières. Il y avait les grandes pestes. La peste, par exemple, de 1318, c'est une peste qui a décimé entre 30 et 50% de la population européenne. C'est-à-dire que dans des villes comme Paris, vous pouviez avoir 150 000 morts. Ces 150 000 morts donnaient des squelettes. Et à l'époque, les cimetières, les gens étaient mal enterrés, ce qui fait qu'on enterrait, on mettait juste un peu de terre dessus. À la première pluie, les corps apparaissaient et les squelettes aussi. Donc les gens avaient très conscience de ça et ils voyaient des squelettes beaucoup plus que nous n'en voyons. Et ceci, ça a été bien sûr l'inspiration de tous ces danses macabres. Ici, c'est une danse, dans les pays rhénans, ça a particulièrement été développé. Une gravure sur bois, on est aussi vers 1495 de Wolgemut, donc très connu. Ces squelettes ont inspiré aussi beaucoup les artistes, ça c'est encore dans les généralités, mais c'est important à voir, ont inspiré énormément d'artistes. C'est la base du dessin de l'anatomie artistique du corps, comment on place le squelette et du coup comment va se passer la personne. Là vous voyez qu'on est très ancien, c'est Vézal, vous en avez sûrement entendu parler. André Vézal, c'est une révolution dans l'anatomie et vous voyez que ces planches sont absolument superbes et surtout sont en position, sont en fonction, ce qui est, c'est pas du tout quelque chose de statique. Donc on est là dans quelque chose qui est à la fois artistique mais également très scientifique. Et vous voyez 1543, donc on a là quasiment 5 siècles de très bonnes connaissances. Vous connaissez tous ces fameuses leçons d'anatomie. Il y a la fameuse leçon du docteur Tulp de Rembrandt. Celle-là est moins connue. C'est la leçon du docteur Egbert qui date de 1603. Et vous voyez ces anatomistes ou ces chirurgiens qui se regroupent pour étudier un squelette. Donc là aussi, c'est quelque chose qui est vraiment très connu, très classique. Pour terminer dans cette introduction, ça rend pas très bien en photographie parce que c'est de la gravure sur cuivre extrêmement fine et ça donne un peu des aspects de moiré quand on le réduit. C'est un ouvrage de très grand format qu'on appelle in folio, c'est-à-dire c'est un ouvrage qui fait presque la moitié du corps de hauteur et où on a ces représentations de squelettes. On est au 18e, et extrêmement fine et extrêmement précise. On était totalement stabilisé dans la connaissance déjà de l'ostéologie. Donc ce ne sont pas du tout des notions modernes. Cette ostéologie, elle est intéressante aussi dans un domaine qu'on appelle l'ostéoarchéologie ou l'anthropologie physique ou paléoanthropologie. Effectivement, quand on fait des fouilles en archéologie, très souvent, on peut tomber sur des cimetières et donc on va, des cimetières ou des inhumations parfois beaucoup plus anciennes, et bien sûr, on va essayer de tirer le maximum d'informations de ces découvertes. Il y a aussi un autre domaine particulier de l'ostéologie, c'est la paléontologie, puisqu'en effet, le squelette est la seule partie du corps qui subsiste avec les dents, puisque ce sont des tissus extrêmement minéralisés, et donc nous avons là toute une série d'espèces qui ont disparu et qu'on ne connaît que par le squelette. D'où l'intérêt supplémentaire de bien connaître le squelette des vivants pour pouvoir interpréter le squelette des fossiles.
La paléontologie est née vers la fin du XVIIIe, il y a de très grandes collections, et avec des animaux, bien sûr, spectaculaires, notamment parmi les dinosauriens, qui feraient à peu près l'ensemble de l'amphithéâtre en taille squelettique. Puisqu'on arrive à peu près à certains à 35 mètres de long et 15 mètres de hauteur. Mais c'est le même squelette de base. Nous allons tout d'abord voir quelque chose qui est vraiment de la biologie, mais qui est important pour bien comprendre notre place particulière et notre squelette et finalement notre anatomie. Donc, nous allons voir les aspects évolutifs du squelette au sens large des êtres vivants. Alors, ce sont des diapositives. Les diapositives sont mises en ligne avec l'audio dans la foulée, et les diapositives seront en ligne sur c'est pas le site, sur la page Moodle, pas non plus page, sur l'application Moodle de l'université. Ce soir, normalement, des fois, ça rame un peu pour pouvoir charger, donc vous aurez les diapositives pures également. Il est évident qu'avec ces nouvelles façons, et non pas au tableau, on va un peu plus vite en cours, il y a plus un aspect d'écoute et de compréhension, et ensuite, il faut bien sûr regarder ces diapositives, les faire redéfiler. Théoriquement, il n'y a pas beaucoup de notes à prendre, hein. C'est plus de regarder, d'essayer de comprendre. Je parle vite, vous êtes nombreux, mais si une fois quelqu'un a quelque chose à dire, je me trompe, je fais un lapsus, c'est absurde, vous avez droit de crier, oui, et de m'interrompre pour poser une question. Vous dites « hep » et puis on peut toujours adapter, n'hésitez pas. Et sinon, vous envoyez un mail et on essaie de répondre la fois prochaine. Alors, pour rappeler la Terre, 4 milliards d'années, il faut avoir des repères. Le vivant, 3,8 milliards. Alors, je crois qu'il y a une petite erreur que j'ai oublié de corriger. Le vivant, 3,8 milliards. Et on a identifié à l'heure actuelle environ 1 850 000 espèces. On pense qu'il y en a environ à peu près 5 autres millions qui sont à découvrir. Bien sûr, pas des grosses espèces, mais pas des éléphants qu'on ne connaît pas, mais des petites espèces vivantes, sûrement à peu près 5 millions à découvrir. Alors, comment ça s'organise? On a tous les arguments à l'heure actuelle pour savoir qu'il y a un ancêtre commun, qu'on appelle le Last Universal Common Ancestor, LUCA, qui va donner un certain nombre, qui va trifurquer. Donc là, il y a une petite, pour l'instant, incertitude comment ça se passe. Toujours est-il que ce qui est important de voir, c'est que de cet ancêtre commun, on aura d'une part un groupe de bactéries, des bactéries vraies, eubactéries, cellulaires, et nous aurons les eucaryotes, qui sont des cellules avec noyau. Apparition du noyau cellulaire, donc c'est en un deuxième temps. Vous avez d'abord des cellules a priori sans noyau. Le noyau est quelque chose d'extrêmement organisé. Donc voilà une cellule. Le vivant se définit par le fait qu'on ait de l'ADN en information génétique. Voici le noyau que vous connaissez. Et il y a bien sûr déjà à ce niveau une forme de squelette. C'est ce qu'on appelle le cytosquelette. Donc on a des protéines qui rigidifient l'ensemble et qui donnent une plasticité à l'ensemble. Donc là, il y a un squelette interne qui est au niveau de la cellule, le cytosquelette. Donc quand on regarde ces eucaryotes, on va avoir rapidement une bifurcation. Tout passe par bifurcation. Petite modification, petite mutation. Modification, on a deux règnes, schématiquement, règne végétal, règne animal. C'est le règne animal qui va nous intéresser. Dans les animaux, nous partons donc d'abord d'animaux unicellulaires, et puis nous allons avoir des animaux multicellulaires. C'est ce qu'on appelle le groupe des métazoaires. Métazoaires, donc nous avons dans le règne animal des unicellulaires, autrefois on les appelait les protozoaires, zoologie c'est la science des animaux, métazoaires, eh bien ce sont des animaux, qui sont dérivés et composés. Ils sont pluricellulaires, il faut que ça se tienne si vous avez plusieurs cellules. Pour que ça se tienne, il faut une forme de colle, et cette colle, entre les cellules, c'est ce qu'on appelle le collagène. Collagène qui est donc une protéine qui va être très ancestrale, puisque le collagène apparaît une fois pour toutes et pour tous les animaux. Après, il y aura plusieurs types de collagène, mais le collagène est donc très ancien. Colle, c'est la colle qui colle ces cellules et qui en même temps va donner une forme de squelette, toujours un squelette interne, à ces individus de type métazoaire.
Alors c'est là, je crois, où il y a une petite ambiguïté. Métazoaire, 600 millions, et je crois qu'à un autre moment, il y a une autre donnée. Je ne vous embêterai pas avec les dates des métazoaires. C'est juste pour suivre cette histoire et arriver à notre squelette. Donc nous avons ici les éponges qui donc ont ce collagène, des cellules, ce sont des êtres très organisés déjà, mais bien entendu qui sont mous. Vous avez tous touché une éponge, et puis vous pourrez avoir des variantes de type corail avec des sécrétions calciques, calcaires autour. Vous voyez que ces animaux-là, par exemple, ne bougent pas. Ils sont fixés sur le sol. D'autres peuvent bouger, bien sûr. Dans l'évolution, on a vu cette éponge. Dans l'évolution, une fois pour toutes, vous allez avoir des gènes qui se mettent en place pour commander la symétrisation du corps. C'est-à-dire qu'à un moment donné, des gènes qu'on connaît maintenant parfaitement bien sûr, et que vous avez peut-être d'ailleurs déjà étudié, vont permettre de dire moitié droite, moitié gauche, et globalement, c'est symétrique. Ce sont les bilatériens. Bilatériens, c'est presque, vous voyez, c'est plus de la moitié de ces espèces vivantes. On a à peu près 1 200 000 bilatériens, donc qui ont cet aspect de symétrie qui est arrivé une fois pour toutes. Tous les animaux symétriques dont nous sommes ont le même ancêtre. Qu'est-ce qui se passe dans ces animaux symétriques? Eh bien, on a une moitié droite, une moitié gauche du corps, comme nous. Alors en fait, à l'intérieur, c'est pas parfaitement symétrique, mais au moins à l'extérieur, ça l'est à peu près. Et en plus de cette symétrisation de deux hémicorps droit-gauche, on a la mise en place d'une polarité crânio-caudale, donc d'un axe depuis la tête, crâne, crânio, il n'y a pas obligatoirement de crâne encore à l'époque, c'est la tête, et jusqu'à la queue caudale, donc cet axe crânio-caudal ou cet axe tête-queue qui va de deux orifices, un orifice qui est la bouche, un orifice qui est l'anus. Entre les deux, il y a un tube qu'on verra avec le tube digestif. Ça rentre d'un côté, ça sort de l'autre, et entre-temps, on a quand même récupéré un certain nombre de substances intéressantes. C'est l'exemple des vers, hein, c'est tubulaire ici. Voilà, ici des exemples de vers, les platelmins, des vers plats, vous voyez donc multicellulaires, il y a du collagène, il y a une symétrie, il y a une bouche, il y a un anus. Là, on a à peu près 15 000 espèces, un certain nombre sont parasites pour l'homme, douve du foie, ténia par exemple. Voilà cette symétrie bilatérale du corps et cet axe longitudinal chez ces vers plats. Nous avons des vers ronds. Bon, ils sont très souvent, vous voyez, segmentés avec des anneaux, contrairement aux vers plats. Ça, c'est quelque chose d'intéressant qu'on retrouvera, c'est la métamérisation. Donc, c'est à peu près le même motif qui se répète. C'est encore une autre étape, si on veut, cette apparition de segments. Mais on trouve sinon la symétrisation et bouche-anus. D'autres vers, il y a des vers ronds non segmentés, vous voyez, comme celui-là. Là aussi, un certain nombre sont pathogènes pour l'homme. Nous trouvons un embranchement qu'on appelle l'embranchement des mollusques. Donc tout ça, c'est dans les métazoaires. L'embranchement des mollusques, vous voyez que ça a eu un assez grand succès évolutif. On est à peu près à 120 000 espèces. Et un gros paquet, c'est les gastéropodes. Pod, c'est le pied. Gaster, c'est le ventre. Donc ils ont le ventre dans le pied ou l'estomac dans le pied. Et vous voyez que ces mollusques, gastéropodes, ici, ont en général une coquille, pas tous, comme les limaces par exemple, qui n'en ont pas. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on passe, contrairement aux vers qui finalement n'ont pas de squelette, simplement, ils ont le collagène et un certain nombre de protéines internes qui structurent le corps, mais on passe là à un squelette qui est un squelette externe, qui est la coquille. Coquille des mollusques. Hein. Donc, c'est mou à l'intérieur et c'est dur à l'extérieur. C'est une acquisition évolutive. Hein, c'est une nouveauté. Voilà, dans ces mollusques, on a aussi les bivalves qui sont bien sûr très connus, mais moins nombreux. Vous voyez, il y en a 12 000 espèces. Donc là également, tout le corps est à l'intérieur et autour, vous avez une coquille calcaire protectrice. C'est aussi, puisque c'est calcaire, qu'on en retrouve beaucoup comme fossiles. Donc moule, huître, coquille Saint-Jacques. Et la taille qui montre aussi comment l'évolution procède. On va de 2 mm et les plus gros de ces bivalves font 1,50 m à peu près. Donc là aussi, tout un éventail dans les 12 000 espèces au cours de l'évolution. Dans les mollusques, il y a une exception. Mollusque, ça veut dire mou. Il y a une exception où il n'y a pas vraiment de coquille, c'est les céphalopodes, ou en tout cas juste un petit noyau dur. Poulpes, calamars, sèches, nautiles, animaux qui sont assez intéressants d'un point de vue
cognition, d'un point de vue capacité de manipulation, donc ces animaux entre guillemets qui ont une forme d'intelligence. Ce qui est très intéressant, dans ce groupe, nous allons trouver l'embranchement des arthropodes, donc toujours dans ces bilatériens arthropodes. Vous voyez qu'il y en a 1 million sur les 1 200 000. Ça veut dire que 1 million d'espèces vivantes, la moitié sont des arthropodes, en gros, sont des insectes. Ça veut dire là aussi que c'est un succès évolutif. Donc qu'est-ce qu'on va trouver? On trouve cet axe longitudinal, bouche-anus, on trouve les deux moitiés avec la symétrisation du corps. Tout ça, on en connaît parfaitement les gènes, bien sûr, avec la drosophile, puis après ça a été appliqué à tout, plus une segmentation où on a tête, thorax, abdomen, et ici, vous voyez 3 paires de pattes, des antennes. Tout ça est très bien connu, notamment avec les gènes OX ou les différents gènes qui codent ces parties. Mais c'est un très grand succès évolutif, donc très intéressant, mais de voir là aussi que le squelette est externe, c'est la carapace de l'insecte, c'est composé d'une protéine notamment particulière qui est la chitine, et c'est mou à l'intérieur. Donc certains ont peut-être déjà mangé des cafards ou des sauterelles ou des criquets grillés, c'est croquant de dehors et puis dedans c'est fondant. Ça se mange dans beaucoup de pays bien sûr et puis ça devient à la mode. Même à Strasbourg on trouve des restaurants insectivores, on va dire. Donc cette science qui s'occupe des insectes, c'est l'entomologie. C'est bien sûr une science qui va être déterminante en biologie puisqu'il y a 1 million d'espèces et qu'il faut pouvoir les reconnaître. Donc en fait, toute la biologie moderne est née des insectes parce qu'il y a là un champ d'investigation tout à fait énorme. Il faut être extrêmement précis et comprendre les gènes qui amènent aux différences. Dans les arthropodes, un plus petit groupe, c'est ce qu'on appelle les crustacés. Donc vous avez les homards, les écrevisses, les langoustes, les crevettes, etc. Et là aussi, toujours le même principe. Donc on est sur 1 million d'espèces dans les arthropodes. Le même principe, si on a une carapace externe et tous les muscles et les viscères sont dedans. Il n'y a pas de squelette interne. C'est très particulier. Et une fois que vous ouvrez la carapace, eh bien vous avez dedans une chair qui est en général assez bonne. La chair des 1000 pattes est pas mal aussi, mais donc ici un autre embranchement assez petit, c'est les myriapodes, donc qui ont plein de pattes, même principe, segmentés et puis plein de pattes. Dernier groupe des arthropodes, c'est les araignées. Il y en a quand même 75 000. Hein. Alors ça va être toutes petites, puis des énormes qui peuvent vous attaquer. Donc les arachnides ou araignées qui ne sont pas aimées partout, ça dépend. Là aussi, carapace externe. À présent, nous avons donc là quelque chose qui est énorme, puisque si on compte, on est à peu près à 1 800 000 espèces qui n'ont soit pas de squelette, soit qui ont un squelette externe. Et maintenant, on a un tout petit groupe où on va avoir un squelette interne qui va être notre origine, et on a bien sûr un ancêtre commun. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, dans ces bilatériens, on va avoir ici un groupe qu'on appelle les chordés. Les chordés, il faut imaginer au départ un ver de terre. Et dans ce ver de terre, il va y avoir une structure linéaire tout le long du corps, rigide, qu'on appelle la corde. On peut l'écrire soit chorde, C-H-O-R-D-E, soit corde, C-O-R-D-E. Donc c'est comme une corde, plus rigide, souple, le long du corps. Et ceci va modifier considérablement les choses. Ça apparaît une fois pour toutes. Nous pouvons prendre ici un exemple, puisque nous avons la chance d'avoir encore vivant des espèces qui sont représentatives de ce qu'était l'ancêtre des chordés, et c'est notamment ici ce qu'on appelle l'Amphioxus. Le nom latin c'est Brachiostomas, c'est moins important, mais c'est l'Amphioxus ou l'ensquelet, qui est un modèle en biologie puisque c'est l'ancêtre des chordés. Donc qu'est-ce qui apparaît? On a une sorte de ver de terre, la bouche, l'anus, il n'y a pas de crâne. Hein. Vous avez ici une structure longitudinale rigide qui est la corde, et le système nerveux se met en place, la moelle, en gros, tout à fait la moelle, se met en place le long de la corde. Donc, il y a un ancêtre des chordés, il n'en reste que 13 espèces, et de cet ancêtre est né l'ensemble des chordés actuels, vous voyez, plus de 50 000 espèces. Donc, la corde, apparition des chordés, c'est une fois pour toutes. Voilà ici cette corde donc, qui est placée. Si l'on fait une coupe du corps, vous voyez qu'on va avoir ici eh bien, cette zone de tissu conjonctif qui pourrait comparer, c'est entre pas loin de tissu cartilagineux,
entre fibreux et cartilagineux, voici ici la corde et autour des muscles, ici la partie intestinale et des parties vasculaires. Ce qui est intéressant, quand on regarde vraiment leur région en avant, ils n'ont pas de crâne, ils n'ont pas de cerveau. Vous voyez la tête ici, voilà la bouche, il y a des tentacules. Ça se termine comme ça en pointe, il n'y a pas de cerveau. Le système nerveux est très réduit, linéaire. Et ici, vous avez la corde jusqu'au bout. Donc, l'ancêtre que nous avons n'a pas de crâne, pas de cerveau. Et à un moment donné, justement, va apparaître le crâne. C'est l'essentiel, d'ailleurs, de ceux qui vivent encore aujourd'hui, sont des crâniates. Donc, on va trouver ça notamment chez les myxines, c'est-à-dire que les myxines, c'est un petit groupe très primitif qui n'a pas encore de vertèbres, on n'est pas encore chez les vertébrés, on a une corde et on a un crâne, et bien sûr, pour cela, c'est très étudié aussi. Myxines, 13 espèces, un peu un fossile vivant en quelque sorte. Et vous voyez l'orifice buccal, ici, c'est une forme de ventouse, et puis avec des petits crochets pour bien s'accrocher, et puis éventuellement sucer votre sang. Donc, si on prend les étapes, on a sur ce ver de terre d'abord la corde qui apparaît, et puis ça va donc être une lignée, la corde, puis ensuite le crâne, et quand on a un crâne, on a une boîte qui permet de protéger le cerveau. D'ailleurs, c'est peut-être le cerveau qui apparaît, puis le crâne en même temps, ou d'abord le crâne qui se remplit du cerveau, ça se fait à peu près en même temps. Donc on a les cordés, on a les crâniates, crâne, cerveau, et on a les vertébrés qui ont bien sûr un cerveau, mais qui vont en plus avoir une segmentation autour de la corde qui sont des vertèbres. C'est-à-dire qu'on avait la corne qui était quelque chose d'unique et de long, et autour, on va avoir des anneaux osseux qui viennent se placer, anneaux osseux successifs, donc un aspect de segmentation, un aspect de métamérisation, comme on l'avait vu pour les vers de terre, comme on le voit ici aussi pour les parties branchiales, costales, ici. Donc ici, nous aurons des vertèbres qui se mettent en place, ce sont les vertébrés. Et il y a bien un ancêtre pour l'ensemble des vertébrés. On considère que c'est environ 500 millions d'années pour les plus anciens vertébrés. Ceci se passe en milieu aquatique, en milieu liquide. Et à l'heure actuelle, les plus anciens de ces vertébrés sont les poissons, il y en a à peu près 25 000, ce qui fait que 50% des vertébrés sont des poissons. C'est-à-dire que c'est un grand succès évolutif. Donc, on a eu l'apparition de la corde, puis l'apparition du crâne, puis l'apparition des vertèbres, et ce n'est qu'en dernier, ça on le reverra dans un cours plus spécialisé pour ceux qui font l'option dentaire, apparaît ensuite la mandibule, et c'est ce qu'on appelle les gnatostomes. Très souvent, quand on parle des vertébrés, on englobe tout ça à qui? C'est-à-dire que quand on parle de vertébrés, le plus souvent, on parle d'animaux qui ont une mandibule, un crâne, des vertèbres et une corde. Là, j'ai décomposé un petit peu ce qui s'est passé, mais qui montre aussi toute la logique qu'il y a dans cette mise en place des tissus, et ceci se retrouve dans l'embryon humain, dans l'embryon des mammifères. Quand vous prenez l'embryon humain, eh bien, on passe par toutes ces phases. Vous avez une phase où vous n'avez que la corde, puis une phase où vous avez que le crâne, puis une phase où la mandibule apparaît, etc., et les vertèbres. Donc, cette mise en place des éléments progressifs du squelette, la corde, qui est quelque chose de purement, on va dire, fibreux, puis le crâne, puis les vertèbres, puis la mandibule. Donc, ce n'est pas arrivé d'un coup. Et bien sûr, on comprend mieux comment tout cela, chaque partie a ses particularités. Donc, quand on fait un arbre phylogénétique, en haut, c'est ce qui existe et c'est toujours inclusif, c'est-à-dire que les gnatostomes sont des cordés, mais ça, ce sont les cordés vivants, crâniates vivants, vertébrés vivants, gnatostomes vivants. Vous voyez, corde, donc là, c'est un nœud de mutation, crâne, vertèbre, mandibule. Et ici, nous avons bien un ancêtre commun pour les vertébrés, pour les gnatostomes. Alors, squelette cartilagineux des vertébrés primitifs. Donc, on a vu ce squelette, on a donc maintenant le crâne, la mandibule et les vertèbres. Et primitivement, ce squelette est composé de cartilage, cartilage que vous étudierez par ailleurs en histologie, donc tissu très particulier, une matrice acellulaire et des cellules, les chondrocytes qui sécrètent cette matrice. Donc au départ, ce squelette qui est exactement finalement comme le nôtre, ou très proche du nôtre, est cartilagineux. Donc ici, ces poissons, dans les premiers poissons, j'ai mis ici des guillemets parce que les poissons sont en fait subdivisés en deux groupes. Il y a les poissons primitifs
qui sont des poissons cartilagineux. Le cartilage en grec c'est chondros, le poisson en grec c'est ichthos, donc les chondrichtiens sont les poissons cartilagineux. Donc quand on dit poisson, c'est faux, ça n'existe pas d'un point de vue biologique. Il y a d'une part une ramification qui sont les plus primitifs, les poissons cartilagineux, chondrichtiens, et ce n'est qu'en un deuxième temps que le squelette osseux va apparaître. Et voilà, on a une mutation à un moment donné qui fait que ce squelette va s'ossifier, et nous avons là les poissons osseux, c'est la majorité, vous le voyez, presque 24 000, on n'est pas loin des 25 000, squelettes osseux, et on a là des processus d'ossification qui sont décrits parfaitement et qu'on verra, qu'on évoquera tout à l'heure. Ce qui est intéressant de voir, et ça rejoint ce que je vous ai déjà dit, c'est que quand on regarde le développement d'un mammifère ou le développement humain embryonnaire, même chez l'enfant encore, même après la naissance, on a un squelette qui est au départ entièrement cartilagineux. À la naissance, on va dire 50% du squelette est cartilagineux à la naissance. Hein. Donc ce n'est que jusque vers 15 ans que l'ensemble devient entièrement osseux. Donc l'ontogénèse ici résume la phylogénèse, on le retrouve. Nous avons là quelques exemples de squelettes d'ostéichtiens, poissons osseux, où nous voyons donc le crâne, la colonne vertébrale, et ici le squelette costal, qui est plus complexe que chez nous, avec des côtes dorsales et côtes ventrales, et puis le squelette des nageoires. Crâne, colonne vertébrale, et le squelette axial, donc qui correspond aux côtes et qu'on appelle les arêtes, hein, qui ne sont pas ce qu'il y a de plus agréable quand on mange du poisson. Alors à partir de là, on a vu que 25 000 vertébrés, donc c'est 50 000, c'est un tout petit paquet qui viennent de s'écorner, c'est un tout petit paquet au niveau de l'espèce vivante. Eh bien, certains vont sortir de l'eau, ce qu'on appelle la sortie de l'eau, la conquête terrestre, il y a même des gens qui parlent d'invasion terrestre. Certains poissons vont arriver à sortir, ça va nécessiter plusieurs choses. D'une part, les pattes les nageoires vont se transformer en pattes, on le reverra dans un autre cours. D'autre part, il va falloir pouvoir récupérer l'oxygène différemment. Dans l'eau, vous récupérez l'oxygène directement de l'eau dans les capillaires au niveau des branchies, alors que là, il va falloir inventer un autre système, ce sont les poumons, et dans les alvéoles, vous aurez l'échange alvéolo-capillaire. Donc les poumons, vous aurez des indices de réfraction différents, donc il faut bien sûr que la vue change. L'audition change totalement aussi en milieu aquatique et en milieu aérien. Et puis, il y a la pesanteur. C'est-à-dire que dans l'eau, vous savez, quand on est à la piscine, dans l'eau, bien sûr, par la poussée d'Archimède, vous n'avez pas du tout la même sensation de votre poids. Et là, il va au contraire falloir avoir des muscles qui vont permettre de se redresser par rapport au sol, et du coup le squelette va aussi devoir se rigidifier puisque les contraintes sont plus importantes. Donc voilà ces schémas tout à fait imaginaires mais qui sont basés sur des fossiles trouvés de ces poissons qui vont sortir de l'eau et dont les nageoires vont se transformer en membres. Dès l'origine, et là aussi il y a un ancêtre commun pour cela, eh bien il n'y a que 4 membres, 2 membres antérieurs, 2 membres postérieurs, c'est ce qu'on appelle les tétrapodes, tétra en grec 4, pod, la patte ou le pied. Voilà une autre vue de cette sortie des eaux dont on connaît toute une série de fossiles. Là, on a reconstitué la peau un peu comme une salamandre. Et comme il y a 4 pattes, le mode locomoteur primitif, c'est la quadrupédie. Quadrupédie, c'est la même chose en latin. Tétrapode, c'est le grec. Quadrupède, c'est le latin. Quadru, 4, pédie. Donc, on a à un moment donné une série de mutations qu'on représente ici en un nœud, mais il y a un ancêtre commun pour tous les vertébrés tétrapodes qui ont 4 membres et qui vont ici s'adapter, qui sont terrestres. Dans ces vertébrés tétrapodes, certains vont pouvoir retourner dans l'eau, vont pouvoir voler, etc. Alors voilà ici un exemple typique de tétrapode primitif. Ici, donc ce qu'on appelle les margouillas. Voilà, les 4 pattes, la tête, le corps et la queue. Le plan de base du squelette des vertébrés tétrapodes, et je reprécise, nous sommes des vertébrés tétrapodes. Donc, quand on connaît cela, on connaît
inclusivement le squelette humain, et réciproquement. Quand on connaît le squelette humain, on connaît ses squelettes. Donc voilà ici le plan de base. Comme animal, ici c'est un ornithorynque, hein, c'est un peu particulier puisque c'est une forme de bec, mais c'est un mammifère. Donc le crâne, mais surtout ce que l'on voit ici, c'est 4 membres que nous reverrons en détail dans le cours d'anatomie générale sur les membres. Donc le crâne et la colonne vertébrale constituent le squelette axial, le crâne très particulier qui entoure le cerveau, organe d'essence, et la colonne vertébrale, éléments qui se répètent de type métamérique. Côte et sternum qui viennent entourer le tronc, là aussi, aspect métamérique, c'est segmenté, ça vient se répéter. Et puis, ce qu'on appelle le squelette appendiculaire, le squelette axial, il est sur l'axe longitudinal du corps, le squelette appendiculaire a poussé, ce sont des nageoires transformées, membres antérieurs, membres postérieur, on peut aussi dire appendice ou membre, c'est la même chose. Ceci, nous le reverrons, mais on peut déjà l'évoquer. Il existe un plan de base du squelette appendiculaire, mais nous le reverrons, donc que l'on connaît très bien là aussi par le contrôle génétique. Hein, on sait très bien faire des doigts en plus, un bras en moins, etc. Donc c'est parfaitement connu sur le plan génétique, mais on reverra ça plutôt avec les membres, donc je passe vite ici. Alors, l'évolution des tétrapodes, les premiers tétrapodes terrestres seront les amphibiens, qui ont la particularité, grenouilles, crapauds, par exemple, d'avoir une vie double. Quand ils sont jeunes, ce sont des têtards, ils vivent dans l'eau avec des branchies, et l'adulte, lui, va vivre de façon aérienne et pulmonée. Donc on a là, encore chez un groupe vivant, des exemples qui cumulent la vie aquatique et la vie terrestre, donc bien sûr particulièrement intéressant. Puis nous aurons le groupe reptiles-oiseaux-mammifères, qui est un groupe assez serré, dans la mesure où les oiseaux sont des reptiles volants et que les mammifères sont une forme de reptiles qu'on appelle les reptiles mammaliens. Donc, grande évolution de ces tétrapodes, 25 000 espèces, c'est l'autre moitié, 25 000 poissons, à peu près 25 000 terrestres. Voilà ce qu'on avait déjà évoqué. C'est bien le même squelette de base qui vient commander l'ensemble des tétrapodes. Et donc, quand on connaît le squelette de l'éléphant, on connaît celui de l'homme, ou réciproquement. Nous allons maintenant, on va pas faire de pause, on continue pour l'instant, on verra quand on fait la pause, puisqu'on a 2 heures. Nous allons maintenant évoquer la classification morphologique des os. C'est bête comme chou, ça se fait déjà en maternelle, mais donc on va le faire avec méthode. L'anatomie est quelque chose qui est extrêmement rigoureux et avec des termes précis. Il y a 4 types morphologiques d'os, les courts, les longs, les plats et les irréguliers. Et ceci est vrai pour l'ensemble des mammifères et même des vertébrés tétrapodes. Des os courts. Os courts, eh bien, la définition d'un os court, c'est que les 3 dimensions dans l'espace sont similaires ou identiques, longueur, largeur, épaisseur. C'est-à-dire qu'un os court va être proche d'un cube. Et en général, les os courts au sein du squelette sont de petite taille. Si vous prenez un os court chez l'éléphant et dans l'espèce humaine, bien entendu, vous aurez un grand os court chez l'éléphant. Mais comparé au squelette de l'éléphant, ça restera un os court. Donc ce sont des petits os, en général, par rapport à l'ensemble du squelette, dont les dimensions sont similaires. Cubiques, mais ils peuvent également être parallélépipédiques, ils peuvent être trapézoïdaux, ils peuvent être pyramidaux. L'essentiel est que globalement, on ait quelque chose où les 3 dimensions, longueur, largeur, épaisseur, soient similaires. Et ces os portent des surfaces articulaires pour s'articuler avec les os voisins, comme nous en reparlerons. Où se trouvent ces os courts? Eh bien, globalement, ils se trouvent au niveau du carpe et du tarse, c'est-à-dire la jonction entre l'avant-bras et la main, et la jonction entre la jambe et le pied. Il y a 8 os du carpe dans l'espèce humaine et 7 os du tarse dans l'espèce humaine. Ces petits os courts vont jouer le rôle un petit peu d'un roulement à billes, d'adaptation entre des os longs. Ça permet d'avoir des petits mouvements fins au niveau de l'extrémité. Quand on regarde la structure interne d'un os court,
eh bien, on peut en un premier temps comparer au fait qu'il y a une coquille comme la coquille d'un œuf. Donc autour, vous avez une coquille, et donc fine, mais très résistante, qui est du tissu osseux cortical. Donc tout autour, ici, cette fine couche-là, c'est comme la coquille d'un œuf, c'est de l'os cortical. Cortex, ça veut dire l'écorce. C'est bien l'écorce de cet os. Donc comme la coquille d'un œuf. Os cortical très résistant. Et l'ensemble de l'os à l'intérieur est constitué par du tissu osseux spongieux que vous étudierez par ailleurs, notamment en histologie, qui est constitué de travées osseuses remplies de moelle. Et on trouve encore sur un os court, puisqu'obligatoirement il doit s'articuler, nous trouvons du cartilage articulaire dont nous reparlerons, là aussi, tissu qui histologiquement se caractérise de façon très précise. Tout os est vascularisé. On a l'habitude de voir des os comme ça, effectivement, archéologiques ou dans un musée et avoir l'impression que c'est une pierre, mais un os est un tissu vivant. Dans un os, vous avez notamment des ostéocytes, vous avez des ostéoblastes, ostéoclastes, et vous avez toute une série aussi de cellules liées au tissu collagénique. Ça signifie que ces cellules ont un cycle nécessitant notamment un apport d'oxygène et de différents nutriments. Ceci signifie qu'un os est vascularisé. Quand vous fracturez un os, ça saigne. Voilà ici de l'os spongieux, on a enlevé la moelle, c'est-à-dire qu'on a la queue calcique, et il a été montré par les ingénieurs, par des modèles, que ceci est très résistant, c'est plus résistant que quelque chose de plein, et c'est ce qu'on retrouve aussi par exemple dans des structures de type corail. Donc le fait de cette structure, la nature a bien fait les choses, c'est-à-dire que nous avons là quelque chose qui est tout à fait adapté aux contraintes et qui se remodèle en permanence, puisque je vous rappelle que c'est un tissu vivant. Dans les petits alvéoles, c'est un alvéole, souvent les gens disent une alvéole, dans les petits alvéoles osseux, limités par les travées, on a de la moelle. C'est un tissu graisseux avec des cellules du sang, des cellules hématopoïétiques, à ne pas confondre avec la moelle spinale, la moelle épinière bien sûr. Donc cette moelle osseuse, moelle rouge avec beaucoup de cellules sanguines, moelle jaune c'est quasiment que du tissu adipeux, vient remplir ici les logettes, donc tissu gras. Quel est l'aspect de ces os courts ou des os même en imagerie médicale? L'examen de base, c'est la radiographie, dont on fêtera d'ailleurs le 125e anniversaire en décembre, puisque c'est en décembre 1895 que Röntgen, qui a été professeur de physique à Strasbourg, a découvert les rayons X. Et notamment, la première radio, c'est la main de sa femme. Donc ici, nous avons ces os courts au niveau du carpe. Vous voyez qu'il y a la mince coquille autour d'os cortical, et dedans, on voit l'os spongieux et on voit les travées osseuses. On a aussi maintenant, bien sûr, le scanner X. On est basé sur le même principe des rayons X. Et on va donc retrouver, vous voyez, sur ces os du carpe, vous retrouvez ici la corticale osseuse. Et au centre, vous trouvez l'os spongieux. La moelle apparaît ici en gris foncé, ne retient pas les rayons X. On a une autre technique que vous connaissez qui est l'imagerie par résonance magnétique, l'IRM. Là, c'est un tout autre système puisqu'on est basé sur des principes de résonance du proton, hydrogène. Et là, on va avoir des signaux qui sont émis par les tissus gras. Vous voyez ici ces os. Eh bien là, l'os cortical est noir parce qu'il ne donne pas de signal en IRM. Du moins pas dans cette séquence. En revanche, ce qui est blanc, c'est la graisse, c'est la moelle qui est située dans les alvéoles osseux. L'ossification d'un os court, eh bien, nous trouvons tout d'abord une ébauche cartilagineuse. Nous l'avons dit, le squelette est au départ entièrement cartilagineux, comme il l'était chez les poissons chondrichtiens. C'est la disposition primitive qu'on retrouve donc chez l'embryon et chez l'enfant, parce que ceci reste encore chez l'enfant. Pour les os courts, on a des os courts jusque vers 12-13 ans à peu près qui peuvent être cartilagineux. Donc, ici, cartilagineux, et
en un deuxième temps, on va avoir des vaisseaux sanguins qui arrivent, notamment une artère qui arrive, qui rentre dans l'ébauche cartilagineuse, et dès que l'artère arrive, elle va amener des dépôts de petits grains calcifiés, ce qu'on appelle îlots de calcification. C'est comme des petits grains de sable, et ceci va se voir en radio et également en histologie. Là, on n'est d'abord que dans des petits points calcaires. Puis, ça va venir s'organiser en tissu osseux, et là, c'est ce qu'on appelle le centre d'ossification. Centre d'ossification, donc qui est organisé avec des travées, qui est d'abord tout petit au centre de la maquette cartilagineuse, et petit à petit, qui va grandir de façon radiaire, ceci par l'apport artériel. Vous coupez l'artère, il n'y a plus d'ossification. Et voilà, ce centre d'ossification vient grandir progressivement au cours de la croissance. Ça met suivant les os, entre 1 an et 3 ans, hein, pour que l'os soit entièrement envahi par... que la maquette cartilagineuse soit entièrement envahie par l'os. Et le stade adulte que nous avons vu, où ne subsiste donc comme cartilage que le cartilage articulaire. Le cartilage articulaire, c'est le vestige de l'ensemble de l'ébauche cartilagineuse du départ. Ce n'est pas quelque chose qui vient en plus, c'est l'inverse, c'est ce qui reste. Très rarement, normalement il y a un centre d'ossification par os court, très rarement il peut exister un deuxième centre qu'on appellera centre secondaire. C'est le cas notamment au niveau de l'os qui forme le talon, qu'on appelle le calcaneus. Donc ici vu de profil, mais ça pourrait être un autre os. Vous voyez qu'il y a un deuxième petit centre qui vient se placer. Ça a son intérêt, ces petits centres accessoires, parce qu'ils peuvent être le siège de pathologies mal se développer. Et c'est le cas ici sur une radio du pied de profil. Vous avez le calcaneus, vous avez ici le centre principal, vous avez ici le centre accessoire qui apparaît très dense et qui est en l'occurrence douloureux. C'est ce qu'on appelle la maladie de Sévère ou apophysite postérieure. Il y a d'autres exemples comme ça au niveau du corps, mais la plupart des os courts, je résume, ont un seul point. Il y a quelques exceptions d'os qui ont 2 points, surtout quand ce sont les plus volumineux, comme ici le calcaneus. Une variété d'os courts, c'est ce qu'on appelle les os sésamoïdes. L'exemple type, c'est la patella ou rotule. La définition d'un os sésamoïde, on le reverra avec les muscles. La définition d'un os sésamoïde, c'est un os court qui est contenu dans le tendon d'un muscle. On en trouve toute une série. Il peut aussi être situé au niveau de tendons proches de capsules articulaires, comme ici au niveau des doigts. En nombre variable, ce sont les os sésamoïdes métacarpophalangiens, nombre variable. Les 2 seuls constants sont les métacarpophalangiens du pouce et les 2 métacarpophalangiens du pouce et les 2 du gros orteil. Les autres sont inconstants. Voilà ces sésamoïdes. Ici, c'est le cheval qui n'a qu'un seul doigt, le 3e, pour montrer que c'est quelque chose qui est effectivement constant chez toutes les espèces. Le métacarpien, 1re phalange, 2e phalange, 3e phalange qui porte le sabot. Et ici, vous avez un os sésamoïde qui ressemble vraiment à une rotule ici, mais on est bien au niveau métacarpophalangien. Un premier os sésamoïde et ici un os sésamoïde distal. Donc petit os court qui sont liés à des aspects de tendons et de capsules articulaires. Ensuite, on continue, on va terminer les os et on fera une petite pause, on verra ce qu'on commence pour les articulations. Pour les os longs, eh bien, c'est facile, les os longs sont longs. C'est-à-dire que, par définition, ils vont avoir une des 2 dimensions qui est supérieure aux autres, en l'occurrence, ce sera la longueur. Donc un os long se caractérise par le fait qu'une dimension, la longueur, va être très supérieure à la largeur et l'épaisseur qui à peu près sont similaires. Donc globalement, on peut considérer comparer cela à un tube ou à un prisme ou une baguette, hein, ici. Et qui sera bien sûr orienté une extrémité proximale vers le tronc, une extrémité distale. La partie moyenne d'un os long est appelé le corps de l'os. Le corps, le terme scientifique, qui vient du grec, c'est la diaphyse. Donc la diaphyse, c'est toute la partie centrale, donc sauf les extrémités. La diaphyse. Et les extrémités s'appellent les épiphyses. Épi, ça veut dire dessus. Épiphyse, il y a donc une épiphyse vers le tronc qu'on appelle l'épiphyse proximale, peut être supérieure, et une épiphyse à distance du tronc qui est l'épiphyse distale, appelée aussi
inférieure. La jonction entre l'épiphyse et la diaphyse est appelée la métaphyse. Donc un os long a deux épiphyses, et ces épiphyses se continuent avec l'os, et on verra pourquoi, au niveau d'une région. Chez l'adulte, c'est théorique, on voit où elle est, mais c'est un peu théorique chez l'adulte, c'est chez l'enfant que ça a du sens, qui est la métaphyse. Et parfois, on a des reliefs supplémentaires, comme ici, qu'on appelle apophyses. Et ces apophyses correspondent en général à des tendons, pas en général, correspondent à des insertions de tendons de muscles. Où se trouvent ces os longs? Ils se trouvent, alors je n'ai pas donné la nomenclature, mais ils se trouvent au niveau de deux régions du membre qui sont le bras, avant-bras ou cuisse-jambe. Le stylopode, un seul os, c'est le bras ou la cuisse. Le zygopode, deux os, on le reprendra par ailleurs, c'est la jambe ou l'avant-bras. Donc c'est là où on trouve des os longs. Et bien sûr, quel est l'intérêt? Eh bien, c'est que ça va donner des bras de levier, d'une part pour atteindre quelque chose de lointain, et d'autre part des bras de levier musculaires. Donc, localisation de ces os longs qui est tout à fait logique, ce sont les os longs qui caractérisent les membres. Humérus et fémur sont homologues, c'est le stylopode. Radius et ulna et tibia fibula sont homologues, c'est les zygopodes, deux os. La structure interne. Alors la structure interne va être différente au niveau de la diaphyse et au niveau de l'épiphyse. Donc ici, on a coupé un os en deux. Au niveau des épiphyses, proximales ou distales, la structure est celle d'un os court. Au niveau de la diaphyse, la structure est très différente. On n'a que de l'os cortical en périphérie, et au centre, on a un canal vide, on va dire quand on regarde l'os comme ça, qui est rempli de moelle. Donc, si on regarde la structure interne épiphysaire, nous retrouvons celle d'un os court, c'est-à-dire en périphérie de l'os cortical. Nous trouvons l'os spongieux, dont les travées osseuses ne sont pas orientées au hasard, mais suivant des lignes de force, comme on verrait dans la tour Eiffel, dans la construction de certains ponts. Les ingénieurs se sont inspirés de la nature, de toute façon c'est comme ça que ça tient le mieux. Vous voyez que ça ressemble ici aux voûtes d'ogive, notamment qu'on trouve dans le gothique. Donc ces travées osseuses ne sont pas du tout au hasard, c'est ce qu'on voit ici sur une autre coupe, et nous trouvons le cartilage articulaire qui est vestigial. Pour la diaphyse, eh bien c'est très différent, nous n'avons que de l'os compact, qui va donc donner quelque chose d'extrêmement résistant. C'est la partie qui subsiste d'ailleurs le mieux en archéologie. Souvent les épiphyses disparaissent, hein, mais cette partie tient bien. C'est dans cette partie qu'on peut tailler aussi un certain nombre d'objets. Pour beaucoup d'animaux, on peut tailler soit dans l'ivoire, c'est-à-dire des dents ou des dents ou des cornes. Cornes, c'est pas de l'ivoire, mais enfin, ou des dents de l'ivoire ou de la corne, ou de l'os, et on taille toujours ça dans cet os cortical. On ne peut pas tailler l'os épiphysaire, ça part en miettes, puisque c'est de l'os spongieux. Donc vous avez une couche ici d'os extrêmement dense, et au centre un canal. Cette diaphyse peut en coupe avoir une forme circulaire, triangulaire, donc 3 faces, 3 bords, ou quadrangulaire. Et toujours au centre, cette cavité qui sera remplie de moelle. Voilà ici un os sec qui est coupé en deux. Vous voyez la structure ici spongieuse, caractéristique d'un os court pour l'épiphyse. Ici, le canal diaphysaire. L'os cortical est peu épais ici, sûrement parce qu'il s'agit, 1, d'une femme et 2, d'une personne âgée. Normalement, ce serait plus épais que ça. Mais ça donne cet aspect, et vous comprenez bien que les fractures à ce niveau-là sont totalement différentes des fractures à ce niveau-là, parce que la constitution osseuse est différente. Le canal diaphysaire est rempli de moelle. Cette moelle, elle existe encore une fois chez tous les vertébrés, notamment les mammifères et les animaux domestiques, et certains aiment ça. Donc c'est la moelle qu'on mange notamment dans les Windstuhl avec du sel dessus. Moi je trouve pas ça très ragoûtant, mais ici vous avez des coupes qui sont des coupes transversales de diaphyse. Ça peut être du bœuf, ça peut être du veau, ça peut être du porc. Voilà ici la coupe diaphysaire. Vous voyez bien l'os cortical, et au centre c'est la moelle. C'est de la moelle osseuse jaune, c'est-à-dire que c'est du gras, c'est purement du gras d'un point de vue histologique.
On peut aussi le faire en coupe longitudinale. Donc en coupe longitudinale, vous avez ici l'os cortical, et puis vous avez ici la moelle, hein, et donc que vous pouvez manger. Alors, ça se mange en général sur des toasts, parce que comme c'est tellement mou, c'est vraiment écœurant. Alors avec des toasts, ça croque un peu, c'est quand même, ça passe un peu mieux. Et un bon verre de vin, ça aide encore en plus, même si le vin est mauvais, ou l'alcool nuit à la santé. Le fait qu'il y ait ce canal centromédulaire a fait qu'on a inventé des techniques de réparation des fractures. Quand on a une fracture, on peut immobiliser, on peut mettre un plâtre, donc une contention externe. Dans certains cas, quand c'est vraiment très explosé, on peut mettre ce qu'on appelle un fixateur externe, c'est-à-dire on met des espèces d'aiguilles ou de clous qui sont rigidifiés de l'extérieur, mais on a inventé l'enclouage centromédulaire, c'est-à-dire qu'on va mettre un clou métallique dans l'os, puisqu'il y a une cavité, qui est cette cavité remplie de graisse, et que la graisse n'est pas très utile. Donc c'est ce qu'on appelle l'enclouage centromédulaire. Il a été développé essentiellement à partir de la Seconde Guerre mondiale, et ce clou qui est à l'intérieur de l'os pouvait tourner, ou l'os pouvait tourner autour du clou. Donc quelqu'un à Strasbourg a inventé, c'est une technique qui est maintenant universellement utilisée, l'enclouage verrouillé. C'est le professeur Yvan Kempf, le père de Jean-François Kempf, qui a donc inventé le fait qu'on verrouillait cela pour éviter les rotations. Donc ceci, quel est l'avantage? Vous avez une fracture. Autrefois, avec la fracture de gauche ici, vous étiez pendant 1 mois et demi, 2 mois, 3 mois handicapé sans marcher, avec les complications que ça entraîne. Vous mettez un clou et vous pouvez remarcher de façon immédiate. Ce clou, bien sûr, va sonner quand vous passez dans des portiques à l'aéroport, et en général, on ne le laisse pas ad vitam aeternam, c'est-à-dire qu'en général, il faut réintervenir pour l'enlever au bout d'un certain temps, ça dépend des os, 1 an, 2 ans. Quel est l'aspect en imagerie? À nouveau, c'est la même chose. On va voir les os, puisque c'est calcique, qui arrête les rayons X. Donc comme ça arrête, c'est blanc, et les rayons X qui passent noircissent le film, et c'est noir. Donc ce qui est blanc s'appelle une opacité, ce qui est noir s'appelle une clarté. Ceci, c'est un principe photographique. Ce qui est blanc, c'est bien une opacité, puisque ça arrête les rayons X qui viennent faire virer les sels d'argent du film. Donc on voit bien ici la corticale, puis là on est dans le canal, et là on est dans la partie épiphysaire. On a un système qui est assez intéressant, qui a été développé, c'est le prix Nobel de Georges Charpak, qui a été prix Nobel en 92, c'est ce qu'on appelle la chambre à fil, c'est le système EOS. L'avantage, c'est que c'est une très faible irradiation, puisque c'est un problème, l'irradiation des rayons X. On peut faire un squelette entier avec moins de 5% de l'irradiation de radio classique, et l'avantage, c'est qu'on peut faire des radios debout du squelette entier. C'est un système assez récent. Strasbourg, on en a un que depuis quelques semaines, quelques mois. On était un tout petit peu en retard, mais maintenant on en a un, ce qui est une bonne chose à Haute-Pierre. L'imagerie par résonance magnétique, on retrouve la même chose. Ici, l'épiphyse du fémur, c'est la hanche. Eh bien, c'est un os court, comme on a vu, mais regardez la diaphyse. Ce qui est noir ici, c'est l'os cortical qui ne donne pas de signal, parce que finalement, c'est comme de la pierre, il n'y a pas de protons, il y a très peu d'hydratation. Et au centre, ici, ce que vous voyez, c'est le canal centromédulaire qui est rempli de graisse. Donc l'hypersignal blanc ici, c'est la graisse. Là, c'est dans les petits alvéoles osseux. Et pour vous montrer que c'est bien de la graisse, os cortical qui est noir, muscle qui est gris, et ça, c'est la graisse sous la peau. On retrouve ici, en T1 ou en T2, des aspects un petit peu différents. Et puis, il y a encore un examen qui est assez intéressant, qui est la scintigraphie osseuse. Ça s'est développé, bien sûr, une fois qu'on a découvert les isotopes, et notamment s'est développé après toute la connaissance de la physique nucléaire et de la Seconde Guerre mondiale. Donc, on va donner un isotope, en l'occurrence le technétium, il y en a d'autres avec lesquels ça marche, un isotope radioactif qui a la particularité de se fixer sur des cellules osseuses, des cellules de l'os particulières, et qui notamment vont marquer les régions où la moelle continue à former des cellules sanguines chez l'adulte, ici le sternum, le bassin. Et quand on va avoir une tumeur, eh bien on va avoir une hyperfixation. Donc ici, il n'y a pas de tumeur en l'occurrence. On aura une hyperfixation au niveau de la tumeur. Donc c'est une façon indirecte, métabolique de voir l'os. Ossification d'un os long. Alors c'est assez intéressant d'un point de vue évolutif.
Car en fait, la nature bricole quasiment toujours, et en fait, on va trouver un os court qui est une épiphyse, un os long et de nouveau un os court. Donc, quand on voit l'ossification d'un os long, au départ, c'est une maquette entièrement cartilagineuse. Puis, vous avez un centre primaire, c'est le centre diaphysaire. Donc, ce sont des couches par la périphérie de la diaphyse. Mais les épiphyses restent cartilagineuses. À la naissance, c'est ça qu'on a. À la naissance, il y a une exception, au niveau du genou, mais il y a une exception, mais sinon vous avez ça à la naissance. Et c'est après la naissance que les épiphyses vont se comporter comme un os court, c'est-à-dire îlot de calcification, le centre d'ossification qui envahit pour ne garder que le cartilage. Qu'est-ce qui va se passer à la jonction entre l'épiphyse et la diaphyse? Nous sommes dans une maquette qui est entièrement cartilagineuse ici. Eh bien, à la jonction entre épiphyse et diaphyse, vous avez là un cartilage, une zone cartilagineuse, c'est ce qu'on appelle le cartilage métaphysaire et ce qu'on appelle aussi le cartilage de croissance. En effet, le cartilage a la capacité de grandir en taille, ce que l'os n'a plus. Donc, le fait de grandir en taille se passe obligatoirement dans le cartilage. Une fois que vous avez un os constitué, vous ne pouvez plus grandir de taille. Tant que vous avez ici ce cartilage métaphysaire, entre épiphyse et diaphyse, en haut et en bas, tant que vous avez ce cartilage, vous pouvez encore faire grandir quelqu'un. C'est-à-dire que si vous avez un enfant qui est de petite taille, vous faites une radio, soit il est déjà adulte, donc il n'a pas vu le cartilage, vous ne pouvez plus le faire grandir, mais s'il a encore ça, notamment avec des hormones de croissance, vous arriverez à récupérer encore de la taille. Donc si on reprend ces étapes en détaillé, ébauche cartilagineuse, arrive un vaisseau au niveau de la diaphyse et ça va commencer à s'ossifier. Je vous rappelle que ce que nous observons là chez l'embryon humain est le stade primitif de l'évolution, les poissons cartilagineux. Voici ce centre primaire, on peut aussi dire point primaire, point d'ossification, et ceci est intra-utérin. C'est-à-dire qu'à la naissance, vous avez, peut-être pas pour les phalanges distales des orteils, mais globalement, on peut considérer que vous avez tous les centres primaires, diaphysaires, qui sont présents à la naissance. Puis, donc, centre d'ossification secondaire qui apparaît après la naissance, au niveau des épiphyses, centre épiphysaire proximal, centre épiphysaire distal. Le premier qui apparaît, et c'est l'exception que je vous ai dit, c'est tout après la naissance. Il y en a un qui apparaît au 9e mois intra-utérin. C'est le point ou centre d'ossification fémorale distale, c'est-à-dire inférieur. C'est la partie du fémur qui va vers le genou. Et ce point s'appelle le point de Béclard. C'est donc intéressant. Pourquoi? Parce que c'est un marqueur de la maturité. 9e mois, c'est la maturité intra-utérine, et donc on peut le voir notamment en échographie, et si le point est absent, on considère que la maturité n'est pas acquise. S'il est là, la maturité est acquise. Alors, ce qu'on appelle le cartilage épiphysaire, synonyme, c'est aussi le cartilage métaphysaire, c'est ceci, c'est ce cartilage entre le point d'ossification épiphysaire et le point d'ossification diaphysaire. Synonyme, cartilage de croissance ou cartilage de conjugaison. Qu'est-ce qui va se passer? À la fin de la croissance, l'épiphyse et la diaphyse se soudent pour former un seul os. Et c'est ce qu'on appelle le vestige de cette soudure, c'est la métaphyse de l'adulte. Donc la métaphyse, c'est la région où il y avait avant le cartilage métaphysaire, mais chez l'adulte, ça ne se voit plus de l'extérieur. Voilà le stade adulte. Le stade adulte, c'est ce qu'on appelle la synostose épiphysaire, c'est-à-dire que le cartilage épiphysaire ou métaphysaire ou de conjugaison disparaît par fusion, synostose, et donc vous avez là un os unique qui ne peut plus grandir en longueur. La région métaphysaire de l'adulte est, on va dire théorique, on sait où c'est, mais on ne la voit pas en tant que telle, du moins à l'extérieur. Voilà ici sur une IRM quelqu'un qui doit avoir à peu près 15 ans, parce que le cartilage métaphysaire est très fin. Plus on avance en âge, plus il se rétrécit, puis ça se soude. Et vous voyez au niveau de l'humérus, ici, eh bien la tête de l'humérus, vous voyez ici l'épiphyse, vous voyez ici la diaphyse. C'est le tissu adipeux qui donne l'hypersignal. Le tissu cortical osseux ici est en noir, hyposignal. Et le cartilage, c'est pareil, ne donne pas de signal.
Là aussi, ça, c'est le cartilage articulaire. Simplement pour montrer que c'est bien sûr des choses qu'on voit en direct. Une variété d'os longs, c'est ce qu'on appelle un os allongé. Par définition, un os allongé est long, mais n'a qu'un seul point épiphysaire. Et c'est le cas notamment des métacarpiens, métatarsiens et phalanges. Ici, ce sont des orteils. Vous voyez ici le deuxième orteil, première phalange, deuxième phalange, troisième phalange. Vous voyez qu'il n'y a que 2 points d'ossification, le point diaphysaire, le point épiphysaire. Donc ça, par définition, ce n'est pas un os long, puisqu'il n'y a pas 2 épiphyses, c'est un os allongé. Si l'on regarde les éléments pour les métacarpiens, mais c'est aussi vrai pour les métatarsiens, du 2e au 5e, ce qu'on appelle les doigts latéraux, 2, 3, 4, 5, eh bien, os allongé pour le métacarpien, os allongé pour les phalanges. Ce qui est particulier, c'est que l'épiphyse est distale pour le métacarpien, alors que l'épiphyse est proximale pour les phalanges. Si l'on regarde le pouce, c'est la même chose pour le gros orteil. Le métacarpien du pouce, puisque le pouce et le gros orteil n'ont que 2 phalanges, on le reverra, mais, et vous le savez, il suffit de regarder sur vous, le métacarpien du pouce ne s'ossifie pas comme les autres métacarpiens, mais s'ossifie comme une phalange, c'est-à-dire que le métacarpien du pouce a ici un centre épiphysaire proximal. Donc au niveau du pouce, proximal pour le métacarpien, proximal pour les 2 phalanges. Ceci a amené certains auteurs à penser ou à élaborer la théorie de la triphalangie du pouce, c'est-à-dire qu'on pourrait imaginer que le pouce, que voilà, est en fait un autre doigt sans métacarpien. C'est une théorie qui a été développée, la théorie de la triphalangie du pouce, qui en fait est fausse. Ça ne s'est pas passé comme ça. Le pouce et le gros orteil sont tout de suite séparés dans l'évolution. Vous voyez que ça ne se comporte pas pareil. Ceci va nous amener à la notion d'âge osseux. Quand on fait des radios, on peut comparer l'aspect d'un enfant avec des atlas qui ont été faits sur des grandes populations, car en effet, chaque os court va avoir son centre d'ossification qui apparaît à un moment donné, suivant un calendrier donné, suivant une chronologie donnée. De même, ici, vous voyez qu'au niveau du carpe, il y a 8 os, on n'en a que 3. De même, pour les os longs, les points épiphysaires apparaissent à un moment donné. Vous avez là le point épiphysaire du radius, mais celui de l'ulna n'est pas encore présent. Ici, vous voyez pour les phalanges, pour le métacarpien, vous voyez point épiphysaire distal, point épiphysaire proximal pour les phalanges. Ici, le pouce, tous les points épiphysaires sont proximaux. Donc à la naissance, vous n'avez que les points diaphysaires, ça apparaît après la naissance. Donc en regardant ces éléments, vous allez pouvoir donner un âge, le sondage osseux. C'est intéressant bien sûr pour voir si on a un retard de croissance, et c'est intéressant aussi en médecine légale, puisque vous savez que la loi ne s'applique pas de la même façon si on est mineur ou si on est majeur. Et donc, il y a des gens, bien entendu, c'est beaucoup plus avantageux de commettre un délit, éventuellement un crime si on est mineur. Donc, bien entendu, vous avez tout intérêt, quand vous faites un braquage de banque, d'être mineur. Donc, comme par hasard, vous avez perdu vos papiers d'identité, et comme par hasard, vous avez 16 ans alors que vous en avez 20. Donc, bien entendu, on a tout intérêt à faire travailler des mineurs dans des formes de délit ou de crime, et à ne pas avoir ses papiers. Donc, que fait le juge? Il va ordonner une expertise sur l'âge avec cette notion d'âge osseux. Ce n'est pas absolu, mais malgré tout, c'est encore utilisé. Il y a eu beaucoup de discussions là-dessus, mais ça veut dire que vous prenez quelqu'un qui prétend être mineur, et si à la radio on voit qu'il a un squelette entièrement adulte, c'est-à-dire tous les points d'ossification sont là, et il a une synostose complète, on considérera qu'il n'est plus mineur. Donc ça c'est assez utilisé. Voilà ces atlas de comparaison, vous voyez, 6 mois, 2 ans, 3 ans, 4 ans, il y a beaucoup plus de ça, 4 ans, 5 ans. Il faut distinguer chez le garçon et chez la fille. Chez la fille, l'ossification est à peu près 1 an et demi plus tôt, et la méthode la plus classique est la méthode de Grelich et Pyle, c'est-à-dire ces 2 auteurs, M. Grelich et M. Pyle, qui ont fait un livre avec des photos, et puis vous comparez. Le problème, c'est que la méthode de Grelich et Pyle a été publié en 1950, donc sur des enfants qui ont été suivis entre 1930 et 1950, américains. Et donc aujourd'hui, on a
il faut décaler les choses parce qu'obligatoirement, on n'a plus la puberté au même âge. C'était une population assez particulière. Donc, il y a quand même des limites à ça. Simplement, sachez, et c'est très utilisé tous les jours. On termine avec, là, c'est très simple, les os plats. Donc, les os plats sont des os qui sont plats. C'est-à-dire qu'ils ont deux dimensions qui sont longues, la longueur et la largeur. En revanche, l'épaisseur est toute petite. C'est-à-dire que c'est une plaque osseuse. Ces plaques osseuses, on va de forme variable, ici triangulaire, c'est la scapula, l'omoplate. Ces plaques osseuses vont notamment avoir l'intérêt de servir d'insertion, de vastes zones d'insertion pour des muscles à la racine des membres. Si l'on regarde la structure interne, eh bien, on va trouver essentiellement une couche d'os cortical en périphérie. À la partie centrale de l'os, c'est très très fin, ça peut même parfois être perforé. On n'a que de l'os cortical, c'est extrêmement fin, c'est comme une feuille de papier. Et simplement sur les bords, où c'est plus épais, vous trouvez un peu de tissu cartilagineux, de tissu spongieux. Une forme particulière d'os plat, ce sont les os de la voûte du crâne, dont on parlera par ailleurs. Ce sont des os plats, où nous trouvons de la corticale externe, qu'on appelle la table externe, de la corticale interne, qu'on appelle de la table interne, et entre le tissu osseux spongieux. Ce tissu osseux spongieux prend le nom de diploé. Donc le terme de diploé, c'est le tissu osseux spongieux des os plats qui constituent la voûte du crâne. Mais on le reverra. Où sont ces os plats, hormis le crâne qui est quand même vraiment à part? Ils sont au niveau des ceintures, ceinture scapulaire, scapula, omoplate, ceinture pelvienne, l'os coxal. Et là, ça c'est en trop. Et donc, ils vont servir d'insertion musculaire, puisque c'est une grande surface. Et pour augmenter ces insertions musculaires, nous trouvons des régions qu'on appelle en général épines ou crêtes, qui vont permettre d'augmenter, vous voyez, les surfaces d'insertion musculaire, donc qui sont assez caractéristiques, comme ici sur une coupe de la scapula, l'épine de la scapula. Là-haut, c'est un crâne de gorille. Une variété d'os plats, ce sont les os plats allongés, ce sont les côtes. C'est-à-dire que la structure, quand vous coupez une côte perpendiculairement, c'est un os plat, cortical et un tout petit peu d'os spongieux. Simplement, ils sont allongés, donc variété d'os plats. Les os irréguliers, ben, c'est tous ceux qu'on ne peut pas classer dans les précédents. En l'occurrence, ça va être le crâne et les vertèbres. Et on va considérer qu'un os irrégulier est la somme de petits os simples. Par exemple, une vertèbre, ce sera un os court plus plusieurs petits os plats qui viennent fusionner pour former un os. De même pour le crâne. Pour terminer, pour ceux qui veulent voir des os, je vous conseille, on a quelques ossuaires en Alsace, mais je vous conseille les catacombes à Paris, qui sont donc des carrières où on a transféré à la Révolution l'ensemble des cimetières parisiens. Les os deviennent des squelettes. En l'occurrence, cimetières qui ont servi du XIIIe siècle à peu près à 1780, et vous avez environ 8 millions de squelettes, 8 millions d'individus qui sont dans les catacombes, donc ça fait un bon nombre, et c'est bien sûr assez spectaculaire de voir cette variabilité. Petite, juste pour terminer, quand vous enterrez quelqu'un, il va rester les squelettes. Oui, sauf que 90% des squelettes disparaissent. Pourquoi? Parce que les terres sont acides, donc il y a beaucoup d'endroits où le squelette disparaît au bout de quelques, on va dire de l'ordre du siècle. Ce qui fait qu'effectivement, on a la chance dans certains terrains de trouver les squelettes, mais la plupart des squelettes disparaissent dans les terrains, simplement parce que vous avez l'acidité qui fait que les sels acides partent dans les eaux de pluie et dans l'infiltration du sol. Voici pour cette première heure, on fait 2 petites minutes de pause et on commencera le cours sur les articulations.